Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. C'est un document secret des services de renseignement français que le gouvernement a décidé de rendre public à l'issue du Conseil de défense qui s'est tenu à la mi-journée. Leur rapport est sidérant. Il brosse le portrait d'une France minée de l'intérieur par une confrérie, les Frères musulmans, une organisation qui a structuré année après année dans notre pays un réseau d'écoles confessionnelles, d'associations caritatives et de prédicateurs choisis pour embrigader la jeunesse, encadrer les musulmans et instaurer à terme la charia en France. Une offensive qui a commencé il y a 70 ans et que la France n'a peut-être pas voulu voir. L'État veut désormais susciter une prise de conscience et s'attaquer à l'un des nerfs de la guerre contre l'entrisme islamiste, l'argent, les financements douteux venus du Qatar ou encore d'Arabie Saoudite. Le Conseil français du culte musulman appelle ce soir à ne pas alimenter une suspicion permanente à l'égard des musulmans de France. Avons-nous les armes pour lutter contre l'islamisme radical? Est-ce la fin de la naïveté? Frères musulmans, la France sous influence, c'est la question du grand dossier ce soir. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dénonce, après la publication de ce rapport, un islamisme à bas bruit qui menace la cohésion nationale. Ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République, qu'il y a une menace sur la cohésion nationale et qu'il y a une menace vraiment de subversion. Sous une forme très particulière qu'emploient les frères musulmans, c'est un entrisme, c'est un islamisme à bas bruit, mais l'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Pour comprendre ce qui se joue ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans le grand dossier l'un des plus grands spécialistes des mouvements islamistes, Mohamed Sifawi. Bonsoir, vous êtes journaliste, politologue, co-auteur de Comment vaincre l'islamisme aux éditions du CERF et votre dernier ouvrage, Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour aux éditions du Rocher. Merci d'être avec nous ce soir. Isabelle Saporta, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à RTL, soyez également la bienvenue. Valérie Nataf, bonsoir. Éditorialiste politique qu'on ne présente plus sur LCI. Marie Belot, bonsoir, du service Police-Justice de TF1 LCI. Et Michel Auboin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien préfet et vous alertez depuis des années sur l'islamisme politique à la conquête des quartiers. Merci aussi d'être avec nous ce soir. Je vous le disais, ce sont des révélations inquiétantes sur l'implantation, les réseaux des frères musulmans en France et leur volonté d'instaurer progressivement la charia dans notre pays. Le rapport est documenté par les services de renseignement et il est édifiant. C'est ce que nous allons voir avec vous, Marie Belot, du service Police-Justice de TF1 LCI. Et c'est très important pour bien comprendre ce rapport de 73 pages, qui est très long et très précis, les points à retenir. Oui, déjà, pour bien comprendre, selon le rapport, c'est l'association musulmans de France qui est considérée, identifiée comme la branche française des frères musulmans, même si eux le contestent. Selon les observateurs de la mouvance, le noyau dur serait composé de 400 personnes, au maximum 1000 personnes, dit le rapport. Ce rapport qui indique que la logique des frères musulmans en France, c'est l'entrisme, l'infiltration en quelque sorte par plusieurs canaux. Et parmi ces canaux, il y a les lieux de culte. Regardez ces chiffres, 139 lieux de culte musulmans seraient affiliés à l'association musulmans de France, plus 68 qui sont considérés comme proches de la mouvance. Ils sont répartis dans 55 départements français. Ça correspond environ à 7% des lieux de culte musulmans sur le territoire. Donc en moyenne, c'est 91 000 fidèles qui pourraient être exposés à cette influence des frères musulmans. À ces lieux de culte, on peut aussi ajouter les associations, vous en avez parlé, 280 associations qui seraient rattachées à cette mouvance, associations culturelles, caritatives, scolaires, professionnelles, de la jeunesse ou financières. Ce qu'il faut aussi rajouter, c'est évidemment
tout le système éducatif, les écoles, qui est une cible privilégiée des frères musulmans en France. Oui, dans le rapport, il y a ce chiffre de 2023 qui est mentionné. 21 établissements privés ont été identifiés comme liés à la mouvance frériste. Ça a fait environ 4200 élèves qui seraient concernés. On peut ajouter aux écoles privées les écoles coraniques, l'équivalent du catéchisme. Et là, le rapport dit ceci: un tiers des écoles coraniques sur les 815 recensées évoluent, je cite, dans un courant fondamentaliste de l'islam. 115 seraient directement liés aux frères musulmans. Et je vous cite cette citation du rapport: l'investissement des frères musulmans dans le secteur éducatif se déploie dans un contexte d'augmentation continue des atteintes à la laïcité recensées en milieu scolaire, alimentée par l'activité des prédicateurs en ligne. Merci beaucoup Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI. Grâce à vous, nous avons posé le cadre du débat et le cadre de ce rapport qui a été critiqué par le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui a réagi ce soir en publiant un communiqué. Le CFCM exprime sa profonde inquiétude face aux possibles dérives et instrumentalisation des données rendues publiques, en particulier celles concernant des lieux de culte, des institutions, associations, individus présentés comme affiliés à la mouvance des frères musulmans. Cela risque de nourrir des fantasmes et des théories complotistes dont les conséquences sont malheureusement bien réelles: stigmatisation, agression, mise en danger de l'intégrité physique des Français de confession musulmane. Mohamed Sifawi, est-ce que ce rapport est lucide ou alarmiste ? Ah non, il est très lucide. Je l'ai lu attentivement et pour vous faire une confidence, j'ai eu la possibilité de consulter avant qu'il ne soit public, grâce à des sources qui l'avaient. Donc j'ai passé la semaine à le lire et à l'analyser. Tout ce qui est dit n'est pas nouveau pour tous les spécialistes qui travaillent sur le sujet depuis longtemps, et j'en fais partie. Ça documente et ça permet de clore, si j'ose dire, des polémiques malheureuses, parce qu'il y a maintenant une trentaine d'années, à chaque fois qu'un auteur, qu'un universitaire, qu'un journaliste, qu'un chercheur travaille sur l'islam politique, il est immédiatement stigmatisé, pointé du doigt, comme si le fait d'enquêter sur une organisation qui porte une vision totalitaire de l'islam, il faut le dire, et qui, il faut le rappeler, et je le dis à l'adresse de ceux qui prétendent défendre les musulmans, les frères musulmans, leurs méfaits ont commencé à l'égard des musulmans d'abord. Eux-mêmes, statistiquement et historiquement, ce sont les premières victimes des frères musulmans. Beaucoup semblent l'oublier aujourd'hui en France, ou font semblant de ne pas le savoir. Parce qu'il y a beaucoup de dogmatisme et d'idéologisation de tous les débats dans cette société, malheureusement. La question qui est posée, au-delà des chiffres qui sont importants, que vous avez rappelés, c'est la mise en place d'écosystèmes qu'on arrive à voir, et monsieur le préfet peut-être pourra le confirmer ou pas. Il y a dans ce pays, depuis un certain nombre d'années, des ghettos ethno-religieux qui se sont constitués, et ces ghettos ethno-religieux ont permis aux frères musulmans de se poser, de faire souche et de créer des écosystèmes en mettant en place, outre des lieux de culte, qui deviennent presque secondaires en vérité, parce que leur vraie influence passe aujourd'hui par des écoles hors contrat, par des associations dites culturelles dans lesquelles ils diffusent tout, sauf la culture universelle, en tout cas une culture assez spécieuse, les associations sportives, et évidemment l'influence à l'égard ou avec un certain nombre de responsables politiques qui, de façon, je dirais, astucieuse ou cynique, ont choisi depuis quelques années de faire du clientélisme et de créer des ponts avec des représentants des frères musulmans, parce que ces représentants des frères musulmans, qui ont pris ou qui ont fait main basse sur certains quartiers populaires, ont cette capacité de mobilisation, justement, et cette capacité à être force de frottement. Donc il y a des alliances contre nature qui se sont faites et qui donnent lieu à quelque chose d'assez curieux, où on voit parfois des gens qui sont censés être des défenseurs des libertés individuelles, des principes d'égalité entre les femmes et les hommes, s'annoncer comme finalement des défenseurs du symbole de l'infériorisation de la femme, des gens qui sont normalement défenseurs des minorités sexuelles, qui se mettent à devenir des alliés objectifs des plus grands homophobes,
qui puisse y avoir dans le monde musulman, On y reviendra frères musulmans. avec les réactions politiques qui sont nombreuses. Tout ceci, en vérité, pour finir, ce rapport permet d'avoir un instrument sérieux qui n'est pas, je ne dis pas que ce qui a été fait jusque-là n'est pas sérieux, mais en tout cas un instrument sérieux et officiel qui dresse un constat froid, documenté sur l'état réel d'entrisme et d'influence des frères musulmans en France. Michel Auboin, est-ce que ce rapport est une claque pour la République, pour reprendre les mots de Gabriel Attal ? Peut-être que c'est une claque parce qu'on le rend public. Évidemment, pour ceux qui travaillent sur ces sujets, y compris au ministère de l'Intérieur, il y a longtemps que les frères musulmans sont connus. D'ailleurs, il y a des écrits depuis une vingtaine d'années sur le sujet. Là, c'est parfaitement documenté, puis surtout, c'est rendu public. C'est donné à lire à la totalité des Français, musulmans et non musulmans. Michel Auboin, pour être tout à fait honnête, et Dieu sait qu'on travaille sur ces questions en tant que journaliste, et j'ai maintes fois reçu M. Sifawi, mais j'ai été étonné par le poids, l'ampleur du réseau, et je pense que ce soir, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui se disent « Waouh, on n'avait peut-être pas pris conscience de l'ampleur du problème ». C'est sûr. Et d'ailleurs, tant qu'on l'avait pas quantifié, en fait, personne s'est vraiment rendu compte de la force de cette confrérie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les marges de l'islam en France, c'est quand même 2500 grandes mosquées, des millions de fidèles, etc. Donc on est vraiment dans les marges, puisque là on parle de 139 lieux de culte sur les 2500. Mais dans ces marges-là, de l'islam intégriste, on avait, il y a quelques années, on prêtait beaucoup d'attention aux tablirs, aux salafistes et à toute une série de cellules ainsi, parce qu'elles étaient très visibles dans l'espace public. On n'a pas prêté assez attention aux frères musulmans, parce ils sont beaucoup plus discrets. Et d'une certaine façon, comme ils pratiquent l'entrisme, ils se plient à tous les modes, à tous les codes qui leur permettent de se fondre dans la société française. Alors écoutez ce que répond le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à ceux qui l'accusent de faire des amalgames. Ce rapport est alarmant. Il concerne l'islamisme. Je tiens à dire, du reste, qu'il faut séparer les menées islamistes d'une pratique de l'islam qui est compatible avec la République. Valérie Nataf, Bruno Retailleau monte au créneau sur un sujet très sensible et il répond tout de suite aux accusations. Oui, bien sûr, parce que Bruno Retailleau, depuis quelques jours, a mis en scène ce rapport. Je veux dire, pour commencer, que ce rapport, quand on le lit, on s'aperçoit à quel point il est documenté, objectif. Il s'agit d'un préfet et d'un diplomate et des services de renseignement qui ont travaillé et qui ont donné une somme d'informations factuelles, vous le disiez, qui peut en sidérer certains, ceux qui n'ont pas travaillé sur ces questions ou ceux qui ont fait preuve de naïveté. Or, ce rapport, d'une certaine manière, solde la fin de la naïveté, des reculs, des renoncements, voire des instrumentalisations de ces questions. Donc de ce point de vue-là, Bruno Retailleau a commencé à mettre en scène cela, cette espèce de tombée d'écaille, si vous me permettez l'expression, sur l'entrisme d'une confrérie qui n'a pas pignon sur rue, c'est ce que vous expliquiez, monsieur le préfet. Vous ne pouvez pas sonner à la porte des frères musulmans et dire qu'est-ce qui se passe ici. Et ce qui, moi, m'a le plus impressionné, c'est ce que le rapport appelle l'entrisme par le bas. Il n'y a pas une organisation pyramidale. Tout se passe au niveau du quotidien. Les associations, l'école, et les financements, les mosquées, etc. Et c'est donc là qu'il va falloir être malin pour travailler sur ces questions. Isabelle Saporta. Bon, écoutez, moi, d'abord, je reste, entre guillemets, à ma place quand je suis entourée d'un politologue comme Mohamed Sifawi ou de vous, monsieur le préfet. Je sais la difficulté que c'est, effectivement, d'avoir au quotidien à traiter ces questions d'intégrisme, de radicalisme, de gens qui s'excluent eux-mêmes de la société. Je sais toutes les difficultés auxquelles vous avez à faire face en permanence pour avoir cette liberté de ton et de parole. Pardonnez-moi, mais je vais juste essayer ici de relativiser un tout petit peu. Pourtant, Dieu sait que je n'ai, pardonnez-moi de dire Dieu sait, c'était pas très malin de ma part, mais en tout cas, quel que soit, c'est effectivement, je n'ai aucune sympathie
pour tous ces mouvements-là, ça va sans dire. Mais je voudrais quand même qu'on se dise qu'on parle de 139 lieux de culte sur 2800 mosquées. Qu'on parle de, j'ai les chiffres de 300 associations sur 1,5 million d'associations en France, de 127 associations sportives sur 350 000 associations sportives en France, de 4 200 élèves musulmans qui seraient dans ces mouvances sur 1,7 million d'élèves musulmans en France. Donc, si vous voulez... On est sur... On est du minoritaire. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais bien heureusement, hein, ça c'est pas. Mais l'ultra minoritaire peut quand même faire des dégâts. Alors l'ultra minoritaire peut faire des dégâts, mais quand j'entends le ministre de l'Intérieur dire que la France va basculer dans la charia, j'ai l'impression d'être dans un mauvais livre de Houellebecq. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est cette espèce de course à l'échalote. Il y a des gens comme vous deux qui vous battez depuis des années pour montrer les choses, montrer la vérité, montrer... Et là, on a des politiques... Vous parliez finalement à mot couvert tout à l'heure, Mohamed Sifawi, de Mélenchon en disant qu'il en fait du clientélisme. Et vous avez parfaitement raison. Ce qui m'inquiète, moi, aujourd'hui, c'est que chacun, au fond... Les extrémismes se nourrissent. C'est-à-dire qu'on a un Mélenchon qui est clientéliste et qui fait comme si rien n'existait, que tout était normal, que effectivement le séparatisme était quelque chose qui allait de soi, qui était merveilleux. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui toute une partie de la droite et de la droite dure qui, au fond, surfe sur la vague inverse et qui nous fait croire que ce pays serait au bord de basculer dans la charia. Mais Isabelle Saporta, est-ce qu'il faut attendre mais vous avez raison, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de vous entendre, votre voix. Mais est-ce qu'il ne faut pas réagir avant de basculer bien en amont? Mais vous voyez, tout à l'heure, j'écoutais Hakim El Karoui qui disait, écoutez, tout ça est vrai, tout ce qui est dit est vrai, tout ce que vous avez dit, Valérie Nataf, que c'était très documenté, vous avez raison. Le préfet en question est quelqu'un de brillant, nous l'avons reçu ce matin sur RTL, c'est vraiment quelqu'un dont on ne peut pas remettre en cause l'éthique. Mais il y a quand même toute une partie, d'ailleurs le rapport le dit, qui nous échappe, et vous en parliez tout à l'heure, c'est effectivement cette espèce d'hybridation qu'il y a aujourd'hui, frériste, salafiste, et qui se fait sur les réseaux sociaux. Et donc, est-ce qu'on n'a pas, et c'est presque une question que je vous pose à tous les deux, est-ce qu'on n'a pas un temps de retard avec ce rapport, qu'on aurait dû sortir peut-être il y a 10 ans, enfin réjouissons-nous qu'ils finissent par sortir, et qu'au fond, le combat d'après, aujourd'hui, se jouera avec les GAFAM pour interdire des influenceurs, et ce combat-là, on le mène pas. Je pense que Mohamed Sifawi et Michel Auboin ont envie de vous répondre. Alors, je comprends évidemment ce que vous voulez dire, et je comprends aussi les craintes des républicains dans ce pays. Je le sais parce qu'il y a de toute façon... Et parce que vous en êtes. Non mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont cette tentation de vouloir... ça c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est qu'il faut faire très attention à un examen qui ne prendrait en compte que les statistiques. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a effectivement 7% des mosquées qui sont fréristes. Mais en termes d'influence, je vais dire un grand mot, parce que c'est au doigt mouillé, comme on dit. En termes d'influence, c'est 90% de l'influence. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que entre des islamistes actifs, qui représentent effectivement une minorité, et des musulmans inactifs, qui vont dans les mosquées juste pour prier, pour remplir leurs obligations religieuses, celui qui va peser dans le débat public et qui va remporter les batailles culturelles, c'est celui qui est actif, quand bien même serait-il minoritaire. Et c'est tout le drame qui s'est posé d'abord dans les pays musulmans. Les islamistes dans les pays musulmans, quand ils ont pris le pouvoir, quand ils ont gagné les batailles culturelles, quand ils ont imposé leur narratif, c'est pas parce qu'ils sont majoritaires, même s'ils finissent par donner toujours cette impression, c'est parce qu'une majorité d'abord est tétanisée. Et ils ont véritablement peur d'eux. Ils ont peur d'eux intellectuellement parce que les islamistes ont beaucoup travaillé, parce qu'ils ont des arguments, parce qu'encore une fois, ils ont remporté toutes les batailles culturelles. Et à côté de ça, il y a toujours un déséquilibre entre celui qui est très militant, très engagé, et celui qui est passif, qui est spectateur de l'histoire. Il se trouve qu'aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup à la fois de sévérité, mais de réalisme, les musulmans sont... D'une certaine façon, je parle des musulmans qui sont attachés à la République, ils sont spectateurs de l'histoire, ils ne sont pas acteurs de l'histoire. Ceux qui sont acteurs de... Alors, il faut qu'ils prennent... Ah bah ce débat, on va l'avoir dans un instant. Il faut qu'ils prennent le dessus sur cette minorité qui est en train d'hypothéquer l'avenir de leur Michel Auboin. Oui, je crois que ce qui peut-être est l'élément le plus important, c'est que les frères musulmans entrent dans l'appareil politique. En fait, tant qu'ils ne mettaient pas en cause les institutions, ce n'était pas très grave. Je
je dis ça évidemment avec les précautions qui s'imposent, mais vous comprenez bien que c'est leur technique de l'entrisme, et par ailleurs, c'est un groupe, enfin c'est une confrérie, c'est un ensemble idéologique qui s'adresse à une population qui est plutôt éduquée. Et donc, c'est vrai que son pouvoir d'influence est plus important. Ils sont plus difficiles à identifier, et le pouvoir d'influence est plus grand. Mais c'est surtout qu'on est à la veille d'élections municipales, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qu'en 2020, moi j'avais écrit un article sur le sujet, j'avais eu tort, puisqu'évidemment j'avais annoncé qu'on allait les retrouver dans les conseils municipaux. Ça n'a pas été le cas, mais là on est 6 ans plus tard, et je pense qu'ils commencent à se préparer à entrer dans les conseils municipaux. Alors, avons-nous les armes pour lutter contre l'islamisme radical? Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, nous a rejoint. Bonsoir. Vous allez nous expliquer comment on peut mener la bataille contre l'islamisme radical. Et Jacques Partouche, vous nous avez rejoint. Vous allez nous raconter l'histoire secrète des frères musulmans. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? À tout de suite dans le grand dossier. Vous êtes devant le grand dossier intitulé ce soir « Frères musulmans, la France sous influence ». La question se pose après la publication de ce rapport accablant sur le poids, l'influence, les réseaux des frères musulmans qui veulent à terme instaurer la charia en France. Quelles sont nos armes pour lutter contre l'islamisme radical? Faut-il interdire cette mouvance comme le proposent certains élus? Pour y répondre, Alexandre Brugère est avec nous, préfet des Hauts-de-Seine. Vous menez depuis des années un combat sur le terrain contre l'islamisme radical. Vous tentez, je cite, qui tente de rentrer, selon vous, dans l'ensemble des sphères de la société. Vous allez nous dire comment il faut combattre. Mohamed Sifawi, journaliste, spécialiste des mouvements islamistes, est toujours avec nous. Valérie Nataf, Isabelle Saporta, éditorialiste à RTL, et évidemment Jade Partouche. Avant de vous entendre, les principaux titres de l'actualité. À la une, l'armée israélienne aura reconnu avoir effectué des tirs de sommation alors que des diplomates n'avaient pas emprunté l'itinéraire approuvé pour une visite organisée par l'autorité palestinienne à Jénine, dans le nord du territoire occupé par Israël. Plusieurs pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, condamnent. La France annonce qu'elle va convoquer l'ambassadeur d'Israël. En Russie, Moscou dément avoir fait traîner les pourparlers sur le règlement du conflit en Ukraine, alors que Moscou et Kiev doivent présenter leurs conditions en vue d'un cessez-le-feu sur fond d'efforts diplomatiques sous l'égide de Washington. Tout le monde travaille de manière dynamique, a assuré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Tout un symbole. Hier, le président russe Vladimir Poutine était à Koursk, territoire russe, repris aux forces ukrainiennes il y a plusieurs semaines. La bataille autour de l'autoroute A69 Castres-Toulouse devant la cour administrative d'appel de Toulouse qui rendra sa décision d'ici le 28 mai. Je vous rappelle que les travaux de l'autoroute avaient été arrêtés par un jugement prononcé en février dernier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Frères musulmans, la France est-elle sous influence après la publication de ce rapport sidérant sur l'organisation frériste? Avons-nous les armes pour lutter contre l'islamisme radical? On va en parler avec vous, on va entendre les réactions politiques, mais d'abord sur l'offensive des frères musulmans qui remonte aux années 50. On sait que la naissance du mouvement est nettement plus ancienne. Jacques Partouche, vous nous avez rejoint. Qui sont les frères musulmans? D'où viennent-ils? Alors nettement plus ancienne, vous avez raison, c'est un mouvement qui a quand même presque 100 ans. Elle fêtera cette organisation fêtera son 100e anniversaire en 2028. Entre 1928 et aujourd'hui, le mouvement a pris plusieurs formes. Initialement créé, vous le voyez, à Ismaïlia en Égypte par 7 hommes, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, c'est un Égyptien sunnite. C'est le grand-père de Tariq Ramadan, dont on a beaucoup parlé. Le contexte de sa création est extrêmement important. À l'époque, l'Égypte est occupée par les Britanniques et c'est justement pour lutter contre la colonisation que le mouvement se crée, avec un but principal, restaurer le califat, c'est-à-dire un État islamique mondial qui dominerait sur tous les autres islams et surtout sur toutes les autres religions. La loi islamique,
qu'on appelle la charia, doit pour le mouvement s'appliquer partout. De l'individu, il faut former le foyer, puis le peuple, puis atteindre le gouvernement, établir le califat, reconquérir l'Occident pour atteindre le tamkin planétaire, soit la globalisation de la pensée. C'est ce que dit cet expert. Le théoricien du djihad a été pendant un long moment l'un des membres des frères musulmans les plus en vue. D'ailleurs, il y a un virage qui est pris parce qu'initialement, le mouvement se veut non violent. Sauf que tout bascule en 1949 au moment où son fondateur est assassiné. Le mouvement crée à ce moment-là une branche armée et c'est là que la violence s'installe. Sauf que ça ne plaît pas du tout au gouvernement égyptien. Le président Nasser dissout le mouvement qui, à l'époque, réunit quand même déjà plus d'1 million de membres. La clandestinité dans laquelle ils vivent va faire prendre très clairement l'importance de ce mouvement. Et ils vont passer 50 ans dans l'ombre, Jade, avant d'accéder au pouvoir. Oui, c'est en 2005 que les frères musulmans entrent véritablement dans le jeu politique égyptien. Le parti est créé, PLJ, Parti de la justice et de la liberté, qui devient, quelques années plus tard, la deuxième force politique du pays. Jusqu'à la chute d'Hosni Moubarak, qui est le président égyptien de l'époque, Mohamed Morsi, l'homme que vous voyez à l'image, qui est le chef donc du PLJ, devient à ce moment-là président d'Égypte. Alors ça ne va pas durer, parce que ça va durer qu'une seule petite année. Al-Sisi va les chasser du pouvoir en 2013, va dissoudre le PLJ, et c'est justement dans l'ombre que pendant tout ce temps le travail est fait. Parce que depuis bien longtemps, les frères musulmans ne se cantonnent plus à l'Égypte. Ils se diffusent d'abord dans les pays à majorité musulmane parce que c'est plus facile, puis ensuite l'Occident et particulièrement l'Europe. Il faut savoir que ce mouvement n'est pas vu comme une organisation structurée, mais comme une idéologie qui est reprise à l'envi, qui porte différents noms en fonction des pays dans lesquels on se trouve et dont les modes d'action s'adaptent très clairement au contexte local. Justement, Jade, en Europe, le travail d'influence se présente autrement ? Oui, alors autant dans le monde musulman, qui est considéré comme un territoire, c'est plutôt acquis, autant en Europe, ça ne l'est pas. L'opération qu'il mène, c'est véritablement d'inscrire la pensée dans tous les aspects de la vie. Vous le disiez tout à l'heure, association, enseignement privé. Ce matin, il y a de l'émotion. Activités sportives, voyages, sites de rencontres, vous voyez que c'est un éventail extrêmement large. En France, l'idéologie s'est implantée via l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui a été fondée en 83, qui est devenue ensuite l'Association des musulmans de France. Il faut le préciser, ces membres ne se revendiquent pas comme appartenant officiellement aux fréristes, mais certains dirigeants ne cachent pas forcément leur proximité spirituelle. Jade, les frères musulmans sont aujourd'hui considérés comme un mouvement terroriste ou extrémiste dans certains pays. Dans plusieurs pays, effectivement, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais aussi dans les pays du Golfe. Vous allez voir, la liste va s'afficher. La Grande-Bretagne les surveille de près, mais de manière générale, les États-Unis et l'Union européenne ne considèrent pas officiellement le mouvement frériste comme un mouvement terroriste, même si certaines de leurs branches sont quand même désignées comme telles, typiquement le Hamas, qui est considéré comme une émanation des frères musulmans. Merci beaucoup, Jade, pour ce rappel historique nécessaire qui rappelle comment l'organisation a tissé sa toile en Europe, mais aussi en France. Alexandre Brugère, vous dites aujourd'hui les islamistes portent un projet de contre-société, contraire aux valeurs de la République, contraire aux valeurs de liberté qu'ils veulent ramener sous le contrôle de la loi religieuse, de l'égalité, de fraternité. Il faut mener une bataille idéologique, modèle contre modèle. C'est-à-dire ? Si vous avez la gentillesse de m'inviter cet après-midi, c'est que j'ai été amené à la demande de la Fondapol et de Dominique Régnier à formaliser un témoignage à la suite d'un événement que j'ai vécu. J'ai été invité dans une mosquée, la mosquée des Abeilles, pour porter un discours à l'occasion d'une rupture de jeûne. J'ai porté un discours très offensif, dans lequel j'ai notamment déclaré pour mon territoire les frères musulmans persona non grata. Parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est l'existence d'une menace islamiste réelle, plusieurs types de menaces. Pendant très longtemps, on s'est concentré sur les djihadistes, c'est-à-dire les islamistes violents. Et aujourd'hui, force est de constater que l'essentiel de la menace porte sur les frères musulmans et tous ceux qui se revendiquent des frères musulmans, c'est-à-dire qui pratiquent l'entrisme dans tous les champs de la société, en contradiction absolue avec le modèle républicain et ses valeurs, la liberté qu'ils veulent cantonner à la liberté religieuse, l'égalité, ils s'opposent à l'égalité entre les femmes et les hommes, et la fraternité qu'ils dénient, s'agissant de la fraternité qui doit unir les croyants et les non-croyants. Mais comment, justement, on mène sur le terrain, comme vous, la bataille idéologique ? Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'ai fermé une école coranique, car à l'occasion des contrôles que nous avons réalisés contre cette école, nous avons constaté la présence d'affiches
avec des enfants, des femmes dépourvus de visage, ce qui est le signe de l'enseignement d'un islam radical. Oui. Il y a quelques jours encore, j'avais 2 maires de mon département au téléphone pour leur signaler qu'ils avaient sur leur liste, dans leur conseil municipal, des individus liés à la mouvance islamiste, et donc qu'il était nécessaire que dans la perspective du renouvellement électoral, ils fassent des choix différents. Voilà comment, concrètement, l'État se bat sur le terrain face à l'islamisme. Je voudrais qu'on écoute Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui, après ce rapport, a formulé des propositions concrètes, justement, pour lutter contre l'entrisme islamiste. Écoutons-le. Ce qui devra être proposé dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est une meilleure organisation de l'État avec un vrai chef de file en matière de renseignement et un parquet administratif au ministère de l'Intérieur pour, diligenter des dissolutions, diligenter des entraves administratives. 2, les circuits financiers, c'est capital. Et enfin, une stratégie de sensibilisation informationnelle, sensibilisation du grand public. Faut conclure. Dans quelques heures, le rapport sera rendu public, mais aussi il faudra former les fonctionnaires, mais en même temps les élus. C'est capital. Et croyez-moi, nous avons la ferme intention de combattre le frérisme et l'entrisme. Voilà pour la ligne tracée par Bruno Retailleau. On peut regarder ensemble des propositions justement très concrètes pour lutter contre l'entrisme islamiste. Voilà, développer l'islamologie, connaître les aspirations des musulmans, modifier la règle funéraire, enseigner l'arabe à l'école publique pour éviter qu'elle soit aux mains d'écoles confessionnelles sous le joug des frères musulmans, et reconnaître un État palestinien aux côtés d'Israël, parce que cette question, elle a été largement instrumentalisée. Qu'en pensez-vous, Mohamed Sifawi ? Ce que j'en pense, c'est que d'abord, il faut éviter de trop se précipiter et de faire une sorte de liste à l'après-vert de propositions qui parfois n'en sont pas. Si ce matin, les plus hautes autorités de l'État se sont réunies en Conseil de défense, c'est que ce sujet représente une menace stratégique. Et à juste titre, effectivement, il faut faire ce constat. Évidemment, il y a des mesures administratives, des mesures judiciaires, politiques à mener. Mais encore faut-il résoudre un nœud gordien qu'il faudra mettre sur la table. Et je pense qu'on ne pourra avancer en aucune manière sur ce dossier tant que ce sujet n'est pas traité. On a un problème de relations internationales étant donné que certains de nos partenaires stratégiques sont en même temps les sponsors de notre ennemi de l'intérieur. Et je pense au Qatar, à la Turquie, au Koweït, parfois à l'Arabie Saoudite et aussi à d'autres États qui ne jouent pas le jeu. L'instrumentalisation de l'islam politique est un fait, évidemment, des frères musulmans. Mais pas seulement. On a le salafisme, on a le tabligh, on a d'autres courants qui ne sont pas traités, qu'il faudra aussi traiter. Mais il y a l'instrumentalisation de certains États islamistes ou pas. D'ailleurs, dans les États islamistes, c'est par conviction idéologique. Type le Qatar, c'est un sponsor des frères musulmans depuis le début des années 60. Mais comment on coupe les ponts ? Le Qatar, il est partout. Je ne vous dis pas de couper les ponts, je dis juste, parmi les propositions, si on se dit, on va lutter contre Mouloud, next door, qui est notre compatriote, en se disant, c'est comme ça qu'on va régler le problème des frères musulmans, on se trompe. On règle le problème d'abord en mettant le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Koweït et tous ceux qui sont censés être des alliés stratégiques ou des États avec lesquels nous avons des relations d'État à État devant leurs responsabilités et leur dire ce que la France n'acceptera plus désormais. Parce que par cohérence, si on arrive à juste titre à considérer que les frères musulmans représentent un danger pour la République, nous devons être aussi clairs dans la définition qui doit être, celle de l'État dans son expression en relations internationales avec un certain nombre de pays. Et ce discours de vérité doit être tenu par la diplomatie française. Il n'est pas tenu aujourd'hui. Donc pour moi, si vous voulez, toutes les actions qui sont menées, comme celles qui sont menées par Alexandre Brugère, sont excellentes. Et d'ailleurs, il donne la preuve que lorsqu'un acteur public agit, il réussit. Mais l'action que peut faire un préfet comme Alexandre Brugère ou tous les préfets de la République restera comme remplir les tonneaux des Danaïdes si on ne prend pas le problème à la source. Le problème à la source,
encore une fois, c'est comment faire en sorte d'interdire, oui, un certain nombre d'organisations en France, qui sont aujourd'hui clairement des ennemis de la République et qui utilisent un cadre, si vous permettez, sans être trop long. Et après, il faut qu'on entende aussi avec comment l'Union des organisations islamiques de France s'est créée en 1983. Une idée généreuse de la gauche, de Mitterrand, en 1981, dès l'arrivée au pouvoir de la gauche, et c'est très bien, ça partait probablement d'une très bonne intention, donner la possibilité, grâce à un changement législatif, à des étrangers de créer des associations. Et c'est à partir de là, les premiers qui créent des associations, ce sont des militants des Frères musulmans qui étaient déjà présents sur le territoire français depuis le début des années 60, notamment comme des étudiants. Et c'est cette myriade d'associations créées entre 1981 et 1983 qui va donner naissance à la création de l'Union des organisations islamiques en France, qui va s'appeler 2 ans plus tard Union des organisations islamiques de France, et qui va s'appeler in fine Musulmans de France. Donc c'est cette organisation qui a une filiation documentée avec les Frères musulmans, qui est à l'origine de tout ça. Donc il faut déconstruire en fait tout ce qui leur a permis d'exister en tant que... Alors si je résume, interdire par exemple celles qui contreviennent à la loi, les organisations qui sont liées aux Frères musulmans, ça peut être évidemment faire fermer les écoles coraniques qui ne respectent pas les principes de la République, mais comment on lutte contre l'influence des prédicateurs qui arrivent à séduire les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, peut-être aussi à l'école, en famille ? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus se tromper dans le diagnostic. On agit depuis des années. Lorsque le président de la République fait le discours des Mureaux, et qu'ensuite il y a la loi séparatisme, c'est une révolution parce que pour la première fois, ce n'était pas le cas jusqu'à présent, on ne s'attaque pas uniquement aux islamistes violents, mais on s'attaque à ce fait communautaire qui vient fracturer notre unité nationale. Et ensuite, les outils qui sont prévus dans cette loi ont considérablement changé les choses. Par exemple, en restreignant l'instruction à domicile, on a ramené dans l'école de la République un certain nombre d'enfants qui en étaient écartés jusqu'à présent. Même chose quand on interdit, je suis très sensible à ce que dit M. Sifawi sur les influences étrangères, mais lorsque courageusement le président de la République interdit les imams détachés et que nous n'avons plus aujourd'hui en France un seul imam détaché, c'est-à-dire un fonctionnaire étranger qui vient enseigner l'islam sur notre sol et qui, par définition, est peut-être moins à l'aise avec les valeurs de la République, qui sont celles de notre pays, c'est un pas en avant très important. Donc évidemment, il faut continuer à agir plus efficacement, à améliorer les leviers qui sont à notre disposition. Ce n'est pas un préfet de la République de le constater, c'est au législateur de faire son travail. Mais ce qui est certain, c'est que depuis des années, un très gros travail est fait, qu'on a des résultats. On a des résultats dans l'état de droit. Et ça, je pense que c'est très important parce que sur des sujets aussi polémiques et aussi difficiles, ce serait très facile de nous opposer des décisions à la va-vite. Ce qu'on comprend avec ce rapport, c'est que l'État veut susciter une prise de conscience. Alors les réactions politiques n'ont pas tardé, c'est ce qu'on va voir avec vous, Isabelle et Valérie. Regardez Jean-Luc Mélenchon qui alerte. Cette fois-ci, l'islamophobie, dit-il, franchit un seuil. Un conseil de défense autour du président accrédite les thèses délirantes de Retailleau et de Le Pen. Ça suffit, vous allez détruire notre pays. À l'opposé total de Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation et ancien Premier ministre. Écoutons-le. Ce rapport, je le dis, il est une forme de claque pour tous ceux qui défendent la République, ses principes et ses valeurs. Il montre une offensive organisée, coordonnée, pour défier nos valeurs républicaines, défier nos règles républicaines et imposer une idéologie qui n'est pas l'idéologie de la République. Isabelle Saporta. Écoutez, j'ai l'impression, quand j'entends tous ces politiques, d'avoir en fait des pyromanes de chaque côté. En fait, on a Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, Mohamed Sifawi, de le rappeler, au fond un incendiaire. C'est-à-dire qu'on est très loin du Jean-Luc Mélenchon de 2012 qui disait foutez-nous la paix avec les religions. Enfin, c'était le plus laïcard des laïcards. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une vision clientéliste. Il a 69%, je parle sous votre contrôle, de son électorat qui est musulman. Donc, 69% de l'électorat musulman, qui vote pour lui. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Et de l'autre côté, j'entends Gabriel Attal. Alors, je ne comprends pas très bien son positionnement, parce qu'il y a quelques jours, il trouvait que Bruno Retailleau était quasiment d'extrême droite et qu'il fallait s'en défier. Et aujourd'hui, il est quasiment à la droite de Bruno Retailleau. Et il fait deux propositions qui n'ont, à mes yeux, pas tellement de sens.
je m'excuse par avance, Mohamed Sifawi, si vous trouvez que j'exagère, mais qui sont effectivement l'interdiction dans l'espace public du voile pour les jeunes filles de moins de 15 ans, et la seconde qui est effectivement de poursuivre les parents qui soumettraient les gamines de moins de 15 ans à porter le voile. Je pense que Gabriel Attal n'a pas d'enfants de jeunes filles de 13-15 ans chez lui, parce que je peux vous dire que si moi, une de mes filles avait décidé de mettre le voile, vous auriez pu mettre toutes les législations que vous voulez, j'aurais eu bien du mal à les leur enlever. Donc je pense effectivement que vous avez tout à fait raison, Mohamed Sifawi, de dire que c'est pas le moment de faire la course à l'échalote, c'est le moment de se poser. Et moi, excusez-moi Marie-Aline, si je vous fais partir en arrière dans votre émission, moi j'avais quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Ce que vous dites l'un et l'autre, c'est au fond qu'on a quand même une religion qui est post-loi de séparation des églises et de l'État. Et qu'en fait, on est en train de cavaler derrière ça depuis toujours. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement des imams qui étaient formés à l'étranger, des imams détachés, des imams qui enseignaient en France, des imams qui arrivaient de ces pays étrangers pour enseigner l'islam aux Français. On a une partie du financement de l'islam qui passe par tous ces courants-là. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut réouvrir dans ces cas-là la loi de 1905 ? Est-ce qu'il faut que ce soit l'État qui construise les mosquées ? Est-ce qu'il faut que ce soit l'État qui, effectivement, forme intégralement les imams ? Est-ce que c'est cette question-là qu'il faut qu'on se pose plutôt que... mais la question du financement, elle est extrêmement importante. Avant que je vous laisse y répondre, Valérie Nataf. Je ne vais pas rajouter ce qui a été dit et très bien dit. Je voudrais revenir sur deux petites choses. Vous dites qu'il faut mettre les pays, ceux que vous avez désignés, le Qatar, la Turquie, le Koweït, etc., devant leurs responsabilités. Si je vois l'exemple de l'Algérie, pardon, mais ça marche moyen quand même. Voilà, il faut dire les choses. Parce que ça a été mal géré depuis le départ. Voilà, en tout cas, mon point, c'est que je comprends qu'il faille le faire. Je me dis que ce n'est pas la voie la plus facile. Et la deuxième chose, à vous écouter tous les deux, bien sûr qu'il faut interdire tout ce qui contrevient aux lois de notre République. Mais ne parler que d'interdiction, c'est ouvrir grand les portes à tous ceux qui vous accusent, et nous accusent par la même occasion, de stigmatiser une religion et des gens qui croient et qui croient dans la tranquillité la plus grande. Donc je me demande si, vous dites, c'est un peu tôt pour aller vers les propositions formulées dans ce rapport. Moi, je trouve qu'il y a des choses très concrètes, par exemple les règles funéraires que propose d'améliorer ce rapport, qui peuvent contribuer à apaiser ce rapport entre l'islam français et les autorités administratives. Alors, encore une fois, je comprends ce que vous voulez dire l'une et l'autre. Je commencerai par la question de l'interdiction. Je suis entièrement d'accord. Il y a un travail de pédagogie, un travail de sensibilisation. Il y a des batailles culturelles à gagner contre l'islam politique. Mais il ne faut pas oublier, l'histoire de ce pays, ce projet de société laïque, républicain, humaniste, a été construit aussi à coup d'interdiction. Il faut rappeler la relation entre Napoléon et les Juifs. Ils ont été obligés de faire allégeance à la République. Je dis qu'il ne faut pas que ça. Oui, il ne faut pas que ça. Mais il faut rappeler aussi, parce que ceux qui disent que c'est dirigé contre l'islam, la République laïque, humaniste, universaliste, s'est imposée devant les religions. Là, on n'est même pas face à la religion musulmane. On est face au cancer qui ronge la religion musulmane. C'est-à-dire une idéologisation de l'islam par une minorité qui a phagocyté totalement la communauté musulmane et qui impose son narratif. Donc, les interdictions, me semble-t-il, sont nécessaires, comme elles ont été imposées aux Juifs, comme elles ont été imposées aux chrétiens par la loi 1905. On est bien loin des bouffeurs de curés. Il n'y a même pas des bouffeurs d'imams aujourd'hui. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une prise de conscience généralisée sur un premier point, que l'islam politique représente un danger stratégique. Que deux, il y ait un consensus, parce que c'est très difficile quand même dans ce pays d'avoir des consensus sur des sujets essentiels qui nous concernent tous. Avoir un consensus qu'il faut lutter avec les armes de la République et de l'État de droit contre l'islam politique. Et trois, enfin, qu'il y ait une prise de conscience sur le fait qu'on ne peut pas continuer avec des alliances contre nature avec des États étrangers. On a parlé de l'Algérie. L'Algérie en fait partie parce que c'est un régime qui instrumentalise aussi l'islam politique. Et donc, on ne peut pas continuer avec cette relation malsaine avec des États qui sont, encore une fois, les sponsors de notre ennemi de l'intérieur, tout en se prévalant d'un rôle d'ami de la France. Alexandre Precher. L'islamisme est l'ennemi de l'islam.
Mais incontestablement, la République n'est forte que lorsqu'elle se fait respecter. C'est pour ça que nous sommes dans une bataille modèle contre modèle. Et il ne faut pas avoir la République honteuse lorsqu'effectivement il s'agit de faire respecter ses lois et de faire respecter ses valeurs. Et je vous dis d'autant plus que l'islamisme est la maladie de l'islam, que lorsque je suis allé dans mon département à la rencontre d'un certain nombre de responsables religieux, je suis allé dans une mosquée, je vais vous raconter cette anecdote, et l'imam de cette mosquée s'est tourné vers moi et m'a dit protégez-nous de l'islamisme. Et essayez de nous aider. Ce sont les premiers à nous demander de les aider. C'est pour ça que ce discours est important et à porter un discours républicain. Et je vais vous citer une ligne d'un document que cet imam très courageusement a lu à l'ensemble de ses fidèles le vendredi, 6000 fidèles. La confrérie des frères musulmans est une organisation terroriste qui ne représente en rien la religion de l'islam. Prenez garde à cette organisation, n'y adhérez pas, ne montrez aucune compassion pour elle. Eh bien, je trouve que c'est un très beau message parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'opposer les Français entre eux, mais bien au contraire, de porter un message d'unité républicaine. Permettez-moi d'accueillir Didier Lemaire, bonsoir, ancien professeur de philosophie à Trappes, auteur de Lettres d'un hussard de la République aux éditions Robert Laffont. Vous avez été un lanceur d'alerte, conspué pour votre discours. On se rencontre avec ce rapport que le constat vous donne plutôt raison. Vous allez nous raconter ce que vous avez vécu, votre regard. Restez avec nous dans le grand dossier. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir intitulé « Frères musulmans, la France sous influence ». La question se pose après la publication de ce rapport accablant sur le poids, l'influence, les réseaux des frères musulmans qui veulent à terme instaurer la charia en France. Didier Lemaire, vous nous avez rejoint. Vous avez été professeur de philosophie à Trappes dans les Yvelines. Cette offensive islamiste décrite dans ce rapport, vous la dénoncez depuis des années. Vous aviez publié une lettre ouverte pour alerter sur la diffusion de cette idéologie radicale dans les écoles quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Vous avez commencé à enseigner à Trappes en 2000 et vous avez dit, en 20 ans, j'ai vu l'évolution. Laquelle ? D'abord, c'était un lycée où il y avait une grande mixité sociale, avec des élèves qui venaient de différentes villes et de différentes origines sociales. Et puis, peu à peu, cette diversité s'est amenuisée au point où nous n'avions plus que des élèves de la ville de Trappes, quasiment. Et puis, après les attentats, j'ai vu aussi un glissement progressif de ces élèves vers l'islamisme, il faut bien le nommer ainsi. C'est-à-dire que j'ai vu des élèves qui, au départ, s'interrogeaient sur leur positionnement. Ils se projetaient dans la société française, mais en même temps, ils étaient attachés à leur univers, à ce qui est tout à fait normal, à leur famille, à leurs proches. Ils s'interrogeaient jusqu'en 2018. Et puis après, il y a eu ce glissement, la taqia, c'est-à-dire le mensonge dans la classe, des élèves qui vont instrumentaliser le cours, mais qui ne vont pas, en réalité, adhérer au projet de l'instruction. Et vous dites que les élèves sont des proies faciles pour les recruteurs des frères musulmans, des islamistes. Pourquoi ? En 2018, il y a une journaliste néerlandaise qui interroge mes élèves en classe et certains élèves disent que leurs parents leur interdisent d'aller à la mosquée. Parce qu'à la mosquée, devant la mosquée, il y a des recruteurs qui viennent, non pas de Trappes, mais du 93, qui les attendent. Voilà. Donc la ville a été vraiment travaillée par des recruteurs islamistes pendant des années. Ça a commencé, Hugo Micheron, sociologue, l'a expliqué. D'abord, ce sont des gens qui sont venus de l'Algérie. Il y en avait 5 ou 6 à Trappes. Ils ont commencé à prendre en main le milieu, c'est-à-dire à instrumentaliser la religion à des fins politiques. Et c'est ce travail pendant des années qui s'est accéléré après les attentats. Vous avez été donc témoin, parce que l'école est en première ligne face à l'entrisme islamiste, mais vous dites l'école de la République est morte. Ça veut dire que c'est trop tard pour mener le combat ? Il me semble que l'école n'est plus ce qu'elle a été autrefois, c'est-à-dire une école de l'instruction qui permettait à chaque enfant de la République de s'émanciper.
Et la preuve, ce sont les statistiques que nous avons de l'OCDE qui mettent la France à l'avant-dernier rang, tout de même, de l'inégalité des chances. C'est-à-dire que si vous venez d'une classe favorisée socialement et culturellement, l'école est un bon passeport pour vous, mais si vous venez de classes plus désavantagées, non, elle ne l'est plus. Donc, il faut prendre acte du fait que notre école, aujourd'hui, n'instruit plus, non seulement parce qu'elle n'est pas performante, mais parce qu'elle n'offre pas une chance à tous les élèves, et ensuite parce que l'islamisme a pénétré aujourd'hui l'école de deux façons. D'abord par la peur, et d'autre part aussi par l'adhésion du corps enseignant à cette idéologie sous des formes diverses. Du corps enseignant, comme vous y allez, d'une partie peut-être du corps enseignant. D'une partie du corps enseignant, bien sûr, à, disons, l'idée que les règles de laïcité, les principes républicains viseraient une population, et donc ils adhèrent à cette victimisation qui est l'argument même des frères musulmans, un argument pervers qui joue sur notre faiblesse et sur notre sentiment de culpabilité. Peut-être qu'ils ont peur aussi, les professeurs, parce qu'ils sont très seuls, et malgré tout, il y a eu 2 assassinats épouvantables. Oui. Moi, je trouve qu'on a, je vous le dis à vous, qui avez fait preuve de beaucoup de courage, mais nous, on a un beau jeu de dire, allez-y, vous êtes les sentinelles de la République, et en même temps, dès qu'il se passe quelque chose, ils sont lâchés par tout le monde, ils sont en première ligne au risque de leur vie. Oui, alors il faut prendre en compte la déficience de l'État. C'est-à-dire que, et je peux vous en témoigner, le fait de ne pas être protégé par l'institution, de ne pas être soutenu. La plupart de mes collègues, à chaque fois qu'ils sont confrontés à des menaces de mort, que se passe-t-il ? Ils sont tout simplement mutés. Ce sont eux qui partent, non pas les élèves. À Trappes, nous sommes 3 enseignants à avoir été exfiltrés. Une enseignante avant moi, je l'ai appris plus tard, à ses frais d'ailleurs. L'éducation nationale a jugé bon de l'envoyer très loin dans la campagne, à ses frais, parce qu'elle était menacée par des parents d'élèves. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que ce que vous décrivez, qui est le pas de vague qu'on a connu et qui est là dans des proportions tragiques, puisqu'on l'a rappelé, Isabelle Saporta vient de le rappeler, 2 enseignants sont morts dans des conditions atroces, est-ce que vous pensez que ça a changé à la suite de l'assassinat, de la décapitation de Samuel Paty et de l'assassinat de Dominique Bernard ? Je vais vous répondre par mon témoignage. J'ai enseigné pendant 3 mois sous escorte policière. De mon domicile, des policiers venaient me chercher et m'accompagnaient jusqu'à mon lycée. J'ai posé la question au rectorat, qu'envisagez-vous ? Quel protocole envisagez-vous pour me protéger et me permettre d'exercer mon métier ? On a fini par me suspendre et on m'a proposé un poste dans une ville qui est peut-être encore plus infestée d'islamistes que Trappes. J'étais à ce moment-là sous protection policière, c'est-à-dire que je vivais entouré de policiers dans tous mes déplacements. Voilà quelle a été la réponse du rectorat de Versailles, donc sous l'autorité du ministre. Mohamed Sifawi. Oui, je connais évidemment votre histoire. D'abord, je connais Trappes. C'est la première ville dans laquelle j'ai eu à enquêter au début des années 2000, pour un livre qui était intitulé déjà et pour lequel on a beaucoup voulu La France malade de l'islamisme. Donc quand vous écrivez au début des années 2000 La France malade de l'islamisme sur la base d'une enquête de terrain, où j'ai été faire le tour de quasiment toutes les grandes villes de France et en m'infiltrant dans les mosquées pour prendre la température des sermons et des prêches. Il fallait voir la réaction. C'était moi le problème. Et donc, ensuite, ça devenait récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque publication, à chaque révélation, à chaque enquête, c'était pas ce que je racontais qui était débattu. C'était l'auteur. C'était moi le problème. Et après, c'est passé des journalistes aux enseignants, à des universitaires, à des chercheurs. Et à chaque fois qu'un chercheur en université, un professeur enseignant la philosophie, alors de surcroît les professeurs de philosophie, je veux dire, quand on a fait un peu de philo, on sait très bien que on peut parler de tout, que c'est le libre examen, que c'est la libre pensée, qu'on peut critiquer non pas l'islamisme, mais y compris l'islam, et que les doctrines et les religions sont normalement examinées, etc. Eh ben non, c'est le professeur qui est mis en accusation
alors par des boutonneux qui ne comprennent rien à rien, mais qui sont abrutis par leurs parents aussi, mais qui de surcroît, au lieu d'avoir la solidarité nationale et la solidarité de la corporation, de l'administration, c'est tout l'inverse qui se crée. C'est lui qui était le problème. C'est lui qui était le problème. Et je peux vous assurer que si... Parce qu'on sait célébrer les morts dans ce pays que j'appelle désormais le Pakistan. On sait célébrer les morts. Si Samuel Paty n'était pas mort, on lui aurait voulu, en vérité. C'est lui qui aurait été mis à l'index. Il ne devient victime et on devient solidaire avec lui qu'une fois que c'est trop tard. C'est un peu l'histoire de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, beaucoup de gens qui fustigeaient Charlie Hebdo sont venus à l'enterrement de mes amis, Charb, Cabu, Wolinski, etc. Et tous les autres. Mais ils ne sont devenus solidaires avec eux qu'une fois que c'était trop tard. Au moment où il fallait être là, tout le monde considérait qu'il y avait de l'exagération, etc. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'avais témoigné en leur faveur pendant le procès des caricatures. Donc, et là aussi, comment vous osez témoigner pour eux ? C'était presque honteux, alors que je témoignais pour quoi ? Je témoignais pour la liberté d'expression, la liberté de création, la liberté de critique et la liberté de faire de la satire. Merci à tous d'avoir participé à ce grand dossier. Merci, monsieur le maire, d'avoir témoigné.